Bonjour à toutes, bonjour à chacun. Ravi de pouvoir vous retrouver une fois encore sur le plateau de la citoyenneté active. Alors que les élections approchent à grands pas dans notre pays, le Bénin, nous avons décidé de pouvoir consacrer une série d'émissions à la préservation de la paix et à la consolidation de la démocratie chez nous. Et c'est dans ce cadre que le débat de ce jour sera consacré essentiellement sur la thématique éduquer les jeunes à la paix. Et déjà sur ce plateau, j'ai avec moi Maître Judith Amandine Ablawa Koudé-Guessin. Elle est avocat au barreau du Bénin. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Vous serez face à Madame Ginette Bonou. Elle est spécialiste de gestion des projets et représentante de Wildaf Bénin. Voici tout de suite la chronique du citoyen. Citoyenneté en crise, valeurs en dérive, c'est le thème de ce jour. Mariano Gagnarosso, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons pouvoir faire l'état sur la citoyenneté aujourd'hui avec un regard particulier sur les défis de la cohésion sociale. Citoyenneté en crise, valeurs en dérive. Imaginez une maison vaste, construite par nos ancêtres, héritiers de générations entières. Une maison aux murs solides, aux fondations profondes, aux portes toujours ouvertes. Cette maison, c'est la société, notre maison commune. Mais aujourd'hui, les fissures se multiplient, les murs craquent, les toits s'inclinent et l'air s'y fait lourd. Dans chaque pièce, un désordre inquiétant. Ici, un viol qui étouffe la dignité. Là, un harcèlement qui ronge le respect. Ailleurs, la cybercriminalité qui pèse les cloisons de la confiance. Et plus loin, le vol qui dérobe jusqu'à la solidarité. La maison commune se fragilise, non pas à cause des tempêtes extérieures, mais à cause de ceux qui l'habitent et oublient qu'ils en sont aussi les gardiens. Car une maison pour tenir a besoin de règles, d'entretien, de discipline, de valeurs. Jadis, ces valeurs étaient nos poutres et nos piliers. Respect, intégrité, solidarité, pudeur, responsabilité. Mais l'une après l'autre, elles se sont fissurées. Le respect s'effrite sous les insultes quotidiennes. L'intégrité se tord sous le poids de la fraude. La solidarité, ciment de nos relations, se dissout dans l'individualisme. Et la pudeur, voile sacré de nos cultures, s'est envolée dans l'exhibition sans frein. La maison s'effondre, pas à cause des matériaux, mais à cause des habitants qui refusent d'entretenir leur demeure. Alors, chers citoyens, posons-nous la question. Voulons-nous habiter une maison en ruine, où chacun vit pour soi, dans la poussière et les fissures? Ou voulons-nous restaurer cette demeure, pierre après pierre, pour qu'elle reste solide et accueillante pour nos enfants? Restaurer, cela signifie réapprendre la citoyenneté, la vraie. Celle qui ne se résume pas à un papier d'identité, mais qui s'exprime dans les actes du quotidien. Être citoyen, c'est respecter la chambre de l'autre, même quand on ne partage pas ses choix. C'est protéger les plus faibles, car une maison n'a de valeur que si elle abrite tout le monde. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la maison commune est en crise. Oui, une vraie crise, mais elle n'est pas irrémédiablement perdue. À condition que chacun accepte de reprendre son rôle d'habitant responsable. Le citoyen n'est pas un locataire indifférent, il est copropriétaire. Et une maison, on la préserve ou on la paie ensemble. Alors relevons les manches, rebâtissons les murs du respect, renforçons les poutres de l'intégrité, reposons les tuiles de la solidarité et rallumons la flamme de la responsabilité. Parce que si nous laissons cette maison tomber, ce ne sont pas seulement des pierres qui s'écroulent, non, c'est notre identité, notre avenir.
notre humanité. La maison commune, c'est la société. Et elle est à nous. Elle est nous. Protégeons-la, ou nous serons nous-mêmes engloutis sous ses ruines. Et pour paraphraser un sage africain, une société s'écroule quand ses valeurs s'effondrent. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Mariano Gagna-Rosso, pour nous avoir rappelé que nous avons l'importance et le devoir, nous avons l'urgence et le devoir donc de maintenir la flamme de la responsabilité allumée. C'est ce qui nous permettra bien évidemment de conserver notre identité. On va poursuivre donc cette émission et cette fois-ci on enchaîne avec la leçon du civisme. Leçon de civisme. Le respect des lois électorales, pilier de la démocratie. La démocratie représentative repose sur un pacte sacré entre la nation et ses citoyens, dont l'acte fondateur est l'élection. Le respect scrupuleux des lois électorales par chaque citoyen constitue ainsi la pierre angulaire de la légitimité du pouvoir et de la vitalité de notre contrat social. Se rendre aux urnes n'est pas un simple droit. C'est un devoir civique primordial. Cependant, l'exercice de ce droit s'accompagne d'une exigence de probité. Le citoyen actif ne se contente pas de voter. Il le fait en se conformant strictement au cadre légal. Cela implique de s'être préalablement et correctement inscrit sur les listes électorales, de se présenter muni d'une pièce d'identité valide et de voter sans chercher à altérer la sincérité du scrutin. La fraude, qu'elle soit individuelle ou collective, est une trahison envers la communauté nationale. Le code électoral, souvent perçu comme une technicité aride, est en réalité le gardien de l'égalité et de la liberté de choix. En respectant ces dispositions, concernant par exemple le secret du vote, la prohibition de la propagande dans le bureau de vote ou l'interdiction de voter sous une fausse identité, le citoyen contribue directement à l'intégrité du résultat. Il participe ainsi à l'acceptation sereine du verdict des urnes, condition essentielle de la stabilité institutionnelle, de la paix civile. Un scrutin incontesté renforce la légitimité des gouvernants et la confiance dans les institutions. Le respect des lois électorales incarne la citoyenneté en acte. C'est une marque de maturité politique et de responsabilité envers la collectivité. Chaque vote déposé dans le strict respect des règles est un acte de foi dans l'état de droit et une contribution décisive à la pérennité de notre démocratie. Pour notre débat du jour, le thème est intitulé « Éduquer les jeunes à la paix ». Comment parvenir à cette mission noble? Deux experts sont dans ce studio pour nous en parler. Maître Judith Amandine Ablawa Goudé-Yessin, à nouveau bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Je rappelle que vous êtes également arbitre au tribunal arbitral de la Fédération internationale de handball. Vous êtes formateur certifié Interpol, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors, face à vous, Madame Ginette Bonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes gestionnaire de projet, représentante de WILDAF Bénin. Merci d'avoir accepté. C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir d'être à vos côtés. Alors, maître, quand on préparait cette émission, vous nous avez permis d'avoir une introduction et j'en tire que l'éducation à la paix devient notre devoir le plus urgent. C'est cela, monsieur le journaliste. Je pense que éduquer les jeunes à la paix, pour moi, devient un thème important, surtout dans un monde où il y a les conflits, on assiste à des contentieux, où on assiste à des guerres. Éduquer les jeunes qui sont la relève de demain, pour moi, devient un devoir plus urgent.
Pourquoi vous insistez sur l'urgence en fait? Parce que ce sont les jeunes qui arrivent à transmettre les informations en temps utile. Surtout à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voyez TikTok, Facebook, Twitter. Ce sont ces plateformes qui permettent aux jeunes de pouvoir divulguer des informations qui sont souvent, qui peuvent, selon moi, porter atteinte à la paix dont je parle. Madame Ginette Bonneau, l'urgence est là, il faut pouvoir éduquer les jeunes à la paix. Vous appartenez quand même à un réseau d'organisations non gouvernementales qui travaillent sur la citoyenneté active. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, au niveau de nos États, nous avons pris conscience de ce devoir? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais qu'on a bien pris conscience de ce devoir parce qu'il y a, lorsqu'on regarde dans le pays, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des organisations de la société civile et même des acteurs politiques, il y a des actions qui se mènent pour sensibiliser les jeunes, pour les amener à adopter des comportements citoyens, des comportements civiques, des comportements qui promeuvent la paix, la cohésion sociale dans leur entourage. Il y a également, pour contrer un peu le numérique, vous le savez mieux que moi, il y a une loi sur le numérique qui arrive quand même à canaliser les choses parce que les jeunes sont plus actifs sur le numérique aujourd'hui. Et il va falloir un peu canaliser les choses pour qu'il n'y ait pas de débordement. En ce sens que les jeunes constituent l'avenir de demain. Donc il va falloir leur donner une bonne éducation, une éducation à la citoyenneté. Même si on constate aujourd'hui dans nos écoles que l'éducation civique n'est pas toujours ce que nos parents avaient reçu en leur temps. Bon, c'est vrai, des efforts se font, mais il va falloir renforcer cette éducation au niveau de la jeunesse. Maître Goudé-Guessin, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, nous dira donc un grand contemporain de notre continent. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de dire à sa suite que la paix ne se décrète pas mais qu'elle se prépare? Oui, moi je pense que la paix, comme vous l'avez dit, n'est pas un vain mot, elle se prépare effectivement et c'est par des comportements. Parce que si nous voulons que les jeunes, si on veut du moins éduquer les jeunes à la paix, il faut leur apprendre. Parce qu'un enfant, lorsque vous lui apprenez quelque chose, il est plus facile à assimiler qu'un adulte. Et donc, un enfant, un jeune, parce que quand je parle d'un enfant, c'est un enfant qui est appelé à être jeune, c'est-à-dire à grandir. Et donc, en ce sens, moi, je pense qu'il faut que chacun de nous, et ça c'est très important, déjà à la maison, dans notre quotidien, les parents puissent enseigner cela à leurs enfants, leur faire comprendre que la violence ne résout pas les problèmes et que vous pouvez vivre ensemble sans pour autant recourir à la violence. Et ça, c'est déjà dans les maisons, au quotidien, c'est dans les écoles, parce que les enseignants également sont censés transmettre des informations, sont censés apprendre à ces jeunes-là. Et donc, pour ma part, je pense qu'à chaque niveau, que ce soit à la maison, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international, chacun de nous a un rôle à jouer dans l'éducation à la paix en ce qui concerne les jeunes. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de paix sans justice. Et donc, la justice également est un facteur très important dans l'éducation à la paix. Parce que si les jeunes connaissent leurs droits et leurs devoirs, ça veut dire qu'ils pourront les exécuter, qu'ils pourront du moins, excusez-moi, suivre à la lettre ce que la loi a prévu, l'application de cette loi-là, les sanctions en cas de répression, en cas de violation de cette loi. Si ces jeunes-là ont une information par rapport à ça, si on leur apprend cela, je pense que le savoir-vivre, le vivre ensemble serait plus facile et on pourrait vraiment prétendre à cette paix que l'on cherche. Surtout, actuellement, où nous préparons les élections, c'est encore plus le moment de les inviter à cette paix-là. Et moi, je pense que chacun de nous, à notre niveau, nous avons beaucoup intérêt à le faire.
Est-ce qu'il y a effectivement un travail qui se fait au cœur de nos familles et même au niveau des centres éducatifs? Madame Ginette Bonou est revenue tout à l'heure sur le fait que l'éducation civique n'est plus forcément ce qu'elle était il y a quelques années. Est-ce que vous avez le sentiment que nous préparons effectivement cette jeunesse-là à obtenir les clés nécessaires dont elle a besoin pour nous permettre de vivre dans un environnement serein, donc dans un environnement de paix? Et déjà, pour ma petite expérience en tant qu'avocate, nous avons eu des procédures. J'ai eu des procédures dans lesquelles, excusez-moi, je peux peut-être choquer, où j'ai constaté que les parents étaient défaillants. Parce qu'ils ne sont souvent pas là. Et le seul moyen pour eux de pouvoir suivre les enfants, c'est de laisser les téléphones. Et aujourd'hui, comme je l'ai rappelé en début, c'est que les réseaux sociaux n'enseignent pas les enfants. Excusez-moi. Nous devons quand même, nous, parents, revoir notre façon d'inculquer, de donner l'éducation à nos enfants. Donc, je pense que non. Pour ma part d'expérience, il y a des parents qui sont défaillants. Pas eux tous, mais il y en a qui sont défaillants. Je prends un exemple. Dans une école, lorsque vous allez à l'école, qui est censé être le centre où tous les enfants se retrouvent, avec leurs divergences, les éducations ne sont pas les mêmes. De sorte à ce qu'on assiste à des violences. Et donc, si les parents de ces enfants qui sont violents les avaient bien éduqués, je pense qu'un enfant ne viendrait pas à l'école avec un couteau dans son sac. Donc, je ne sais pas si j'arrive à comprendre mon idée. Je ne suis pas en train de condamner les parents, mais je me dis qu'il y a encore la possibilité de reprendre les choses en main, comme nos parents nous faisaient à l'époque. Moi, j'avais tellement peur de ma mère, paix à son âme, que je ne pouvais même pas faire venir des copines, des amis à la maison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de suivi sur cet aspect-là. Et ce que les enfants apprennent, on n'a même pas de suivi par rapport à ça, parce qu'on se dit, non, tout se lit sur Wikipédia, qui n'est pas, excusez-moi, un centre d'éducation. Et donc, je pense que les parents, à certains niveaux, ont failli. Mais il n'est pas encore tard. Ça veut dire qu'on peut toujours redresser. Et moi, j'ai espoir quand même. Madame Ginette Bonou, comment travailler à former davantage cette jeunesse à la paix, si déjà nos familles qui constituent la meilleure essence susceptible d'apporter les valeurs à la société se brisent? Merci beaucoup. Je crois que tout commence depuis la cellule familiale. Même si aujourd'hui, nous constatons que certains parents démissionnent, ils doivent faire des efforts. Parce que la famille est le noyau de la société. Tout commence par là. Si dans la famille, nous, en tant que parents, ne sommes pas en mesure d'inculquer à nos enfants l'éducation, la bonne éducation qu'il faut, mais la société ne va pas donner ce que nous espérons d'elle, parce que ce sont les membres de la famille, de chaque famille, qui constituent la société au fait. Donc moi je veux dire, si nous voulons une société où nos jeunes, nous voyons que nos jeunes, nos enfants respectent les lois de la République, adoptent des comportements de paix, adoptent des propos non stigmatisants qui respectent l'autre. Chaque famille, chaque acteur de la famille doit prendre ses responsabilités. Parce que je suppose, même si nos enfants vont à l'école, mais l'enseignant, il ne peut faire que ce qu'il peut faire. Il ne peut pas éduquer nos enfants à notre place. Les valeurs sont inculquées dans la famille. Et à l'école, on apprend nos enfants sur les notions de la citoyenneté, sur les notions de civisme. Donc, l'éducation familiale est très importante. C'est vrai, comme l'a dit Maître, aujourd'hui, tout le monde court dans tous les sens pour chercher le gagne-pain. Mais nous devons savoir que même si nous avons de l'argent, nous avons de milliards dans nos mains, dans nos banques,
Et si l'éducation de nos enfants, l'éducation à la base est ratée, tout est fini. Avec notre argent, nous ne pourrons plus racheter cette éducation qui a été ratée. Donc, le gros travail revient à la famille. À la famille, si nous voulons une société juste, une société équitable, où les droits humains, les droits de chacun et chacune est respecté, la famille doit faire l'effort de prendre ses responsabilités. Moi, je dis, quelles que soient nos occupations, nous devons trouver ce bout de temps et discuter avec nos enfants. Dès qu'ils reviennent de l'école, chaque soir, nous devons trouver ce temps. Ça peut être papa ou maman, les deux peuvent jouer ce rôle, s'asseoir avec eux et discuter et laisser les téléphones de côté. Et voilà encore ce qui tue notre société. Aujourd'hui, quand on rentre dans les familles, on voit papa avec son téléphone dans son coin, maman avec son téléphone, les enfants aussi avec leur téléphone ou devant la télévision. Où allons-nous avec ça? Est-ce que ce n'est pas une autre façon de préserver la paix, Maître Non, je ne partage pas cet avis, monsieur le journaliste. Pour moi, c'est même dangereux. Et je rejoins parfaitement Mme Bonou dans son analyse. Lorsque vous rentrez à la maison et que vous n'avez pas le minimum de temps à consacrer à vos enfants, et vous voulez qu'ils apprennent tout sur Internet, à quoi veut-on assister? Le savoir-vivre ensemble ne s'apprend pas sur Internet, excusez-moi. C'est des comportements qu'on doit entretenir, qu'on doit pouvoir inculquer à nos enfants. Et les parents de nos jours, surtout cette question de monoparentalité, ou à laquelle on assiste de plus en plus parce qu'il y a des parents qui divorcent. Il y a une absence totale de suivi de ces enfants-là, malheureusement. Et si nous voulons éduquer les enfants à la paix, je pense qu'il faut, parents, se redonner les moyens. Et on dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ça voudrait dire que nous, parents également, nous pouvons apprendre. Nous pouvons apprendre pour pouvoir enseigner à ces enfants les bonnes habitudes. Et je reviens toujours sur ça parce que c'est le noyau, comme l'a rappelé Mme Bonou, la maison, la famille, c'est le noyau. Tout part de là. C'est l'éducation que vous donnez à votre enfant qu'il va présenter en société. Et donc, si vous lui inculquez la mauvaise éducation, rassurez-vous, il va la présenter en société. Maintenant, on me dira, mais il y a des enfants, malgré l'éducation qu'on leur donne, qui sont quand même récalcitrants. Je pense que c'est facile de le dire, parce que c'est quand même vous qui les avez mis au monde. Donc, un enfant ne peut pas être supérieur à son père ou à sa mère. Donc, il faudra trouver les moyens de pouvoir les contrôler et les redresser sur le bon chemin, parce que c'est eux l'avenir de demain. Et donc, si ils n'apprennent pas la paix, je pense que c'est mauvais. Et je voudrais également parler de cet apprentissage du moins, par rapport à la justice. On va revenir à cet aspect, si vous le permettez, Maître, tout à l'heure. Oui. Mais je voudrais quand même qu'on approfondisse davantage la réflexion autour de l'importance pour les jeunes d'apprendre davantage à vivre ensemble, donc à pouvoir préserver la paix au sein de la société. On a parlé de la responsabilité de la famille. Est-ce que l'État aussi n'a quand même pas un rôle à jouer, puisque la loi fondamentale de notre pays fait obligation à l'État d'éduquer les citoyens? Oui, l'État également a son rôle à jouer. C'est comme je l'ai dit, au plan national et au plan international. Donc chaque État en son sein vote des lois pour que ces lois-là soient appliquées. Mais il faut une sensibilisation, et c'est là que l'État intervient. Une sensibilisation, excusez-moi, si elle peut être quotidienne, il faut y mettre de la logistique. Et donc, nous avons souvent les spots publicitaires. Vous savez, quand vous êtes en train d'aller au boulot, vous voyez des spots publicitaires. Ça attire l'attention. Donc, l'État, également, par ces spots publicitaires, peut porter des informations sur la paix. Comment entretenir de bons comportements, des comportements civiques, comment se tenir en société. L'État a son rôle à jouer à ce niveau-là. Parce qu'il ne suffit pas de faire des lois, non.
il faut une vulgarisation de cette loi-là, parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et si cette loi n'est pas connue de tous, vous voyez que la répression serait un peu difficile. Et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est-à-dire quand vous êtes peut-être dans des zones assez reculées et que vous leur parlez de certaines lois, je vous assure, ils ne savent rien de tout ce qui se passe en ville. Ils estiment que nous qui sommes en ville, nous sommes les accoris, excusez-moi les termes, et que nous ne tenons pas compte de leur réalité pour pouvoir légiférer. Donc je pense qu'à ce niveau, l'État, c'est-à-dire, peut faire des sensibilisations, je sais pas, hebdomadaires ou bien mensuelles, choisir des zones et aller à rencontrer ces citoyens-là pour leur faire comprendre leurs droits, leurs devoirs et les inviter à la paix, surtout à cette période sensible. C'est très important. Les bons comportements, savoir comment réagir, savoir comment répondre à l'autre sans pour autant inciter l'autre à la haine, sans pour autant inciter l'autre à des actes de violence. Et donc, je pense que l'État a beaucoup à contribuer à cela. Maître Gouligui, si on va poursuivre cette émission, pour vous, il n'y a pas de paix sans justice? Oui. Pour moi, il n'y a pas de paix sans justice, comme je l'ai dit, parce que lorsque la justice n'est pas bien dite, vous conviendrez avec moi que cela peut générer des conflits. Et quand je parle de justice bien dite, je voudrais faire allusion à quoi? L'application rigoureuse des textes de loi votés. Il faudrait que les textes votés soient appliqués dans leur entièreté. Mais si nous devons assister à des justices qui sont rendues sur des humeurs, sur des, je sais pas, des relations, vous conviendrez que cela va jouer sur la paix que nous recherchons. Donc, acteurs de justice que nous sommes, à chaque niveau, nous devons contribuer à cela, à veiller à l'application stricte des textes, à ce que ces jeunes que nous voulons encadrer puissent voir l'importance de ces lois-là. Parce que la meilleure façon de leur faire comprendre l'importance de ces lois, c'est de les appliquer dans leur entièreté, de sorte à ce que lorsqu'ils vont voir ces exemples, ils peuvent se dire oui, nous avons confiance et nous pouvons alors développer ce côté de paix, parce que la justice a été bien dite. Mais si la justice n'est pas bien dite, la paix que nous recherchons ne pourra pas être retrouvée. Et malheureusement, nous assisterons à des conflits. Et quand ça commence, excusez-moi, on ne sait pas quand ça finit. Je vais vous citer, il faut aller davantage à des actes concrets, car la paix ne se construit pas par des discours, mais par des gestes concrets, des choix éducatifs et des engagements quotidiens à tous les niveaux de la société. Pourquoi cette profession de foi? Pour moi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est à chaque niveau, chaque acteur. Les comportements dont je parle, c'est dans les décisions rendues. Lorsque il y a l'équité, lorsque les citoyens viennent devant la justice, parce que nous parlons de procès, quand ils viennent, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut que dans le déroulement du procès, ils se sentent en sécurité et qu'ils sachent que leurs droits sont respectés et qu'ils ont des obligations, mais qui seront entendues. Et c'est à ça que je fais allusion. Donc, il faut impérativement que le juge qui est saisi du dossier soit impartial. L'impartialité du juge. Et ça aussi contribue à rassurer le citoyen qui vient, qui est un justiciable, qui vient, parce que nous sommes tous des justiciables, qui vient devant le tribunal ou devant une cour ou devant n'importe quelle juridiction pour être fixé sur son sort. Il faut qu'il ait le sentiment de justice équitable et qu'il sache que sa voix sera entendue. Même si on ne lui donne pas gain de cause, au moins qu'il soit entendu et que ses moyens soient entendus, ses prétentions soient reçues et que le juge puisse apprécier, puisque dans certaines matières, c'est l'intime conviction du juge. Et donc, le juge, en voulant rendre cette décision, il doit pouvoir analyser en profondeur le dossier qui lui a été soumis, sans état d'âme, sans prise de position. Et c'est à ça que je fais allusion en parlant d'impartialité et également en rendant une décision qui peut être exécutée. Et cette décision, lorsqu'elle est connue de tous, qu'on puisse se rendre compte que ça, elle a été bien dite. Mais des fois, nous assistons à des décisions qui sont rendues et nous-mêmes,
excusez-moi, nous-mêmes, à terre de justice, nous n'arrivons pas à comprendre le contenu. Donc, il faut que ça soit une décision assez aisée, assez facile à exécuter et qu'elle soit connue de tous. Vous portez le souhait aussi que la jeunesse se retrouve ambassadrice de paix. Oui. Pourquoi un si grand projet? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et pour moi, et je pense que je vais revenir sur ça, ça pourrait être une répétition, mais la répétition est pédagogique. C'est très important de passer des informations par la jeunesse. Et donc, si on peut créer des clubs de paix, des séances de sensibilisation de ces jeunes-là, ils peuvent porter cette information. Surtout qu'aujourd'hui, ils utilisent des réseaux sociaux. Ils peuvent déjà, par les lives qu'ils font, excusez-moi, les lives que moi je trouve très inutiles, n'en déplaise à qui m'entend, mais des lives instructifs, ça peut se faire. Et donc, des lives qu'ils font, mais dans le but de préserver la paix, d'inciter leurs autres jeunes à cultiver des bons comportements, à cultiver des comportements pour un savoir-vivre, pour un vivre ensemble. Parce que comme je l'ai dit, nous avons toutes nos différences. Mais si ces jeunes-là, à travers ces réseaux sociaux, peuvent cultiver cette paix-là en diffusant de bonnes informations, de bons comportements, des choses qui sont censées impacter positivement, je pense que cette jeunesse aura beaucoup contribué à la paix. Madame Ginette Bonou, on est en train de s'investir sur la jeunesse afin qu'elle puisse donc porter un message de paix. On est à la veille des élections pratiquement dans notre pays, le Bénin, et on sait qu'au cœur des partis politiques, la masse qui peut facilement être atteinte, c'est bien sûr la jeunesse. Les dirigeants politiques, quel est le message que vous leur portez en cette période sensible? Merci beaucoup. D'abord, nous devons reconnaître que les jeunes peuvent être moteurs de paix comme vecteurs de violence. D'où la nécessité pour nous de les former, de les éduquer. Donc les acteurs politiques ont un grand rôle à jouer dans l'éducation de ces jeunes. Dans les partis politiques, en principe, il doit avoir une écoute attentive à ces jeunes parce qu'on estime souvent qu'ils sont des jeunes, ils n'ont pas de droits et on les écoute très peu. C'est pourquoi ils sont très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent que là, ils ont le pouvoir, ils sont libres de s'exprimer. Donc, les partis politiques doivent régulièrement organiser des dialogues intergénérationnels entre les jeunes et les adultes, où les jeunes vont apprendre des adultes, où les adultes prendront le temps d'écouter les jeunes et de voir comment les accompagner pour satisfaire à leurs doléances. Et aussi, les partis politiques doivent éduquer les jeunes à adopter des comportements de paix. Des discours haineux doivent être bannis. Et ça commence déjà par les responsables de ces partis. Parce que si les jeunes voient dans le parti ou dans leur parti que nos responsables, les défensiers que nous avons, eux-mêmes, ils ont des propos discourtois, des propos haineux, ils ne feront bêtement que les copier. Donc, les responsables de partis politiques aussi ont un grand rôle à jouer dans l'éducation à la paix, à la citoyenneté de ces jeunes. Et avec les jeunes, ils peuvent organiser de temps à autre de petites sensibilisations dans la localité où vivent ces jeunes. Ils peuvent leur dire, toi ou bien vous, rassemblez vos pères et nous viendrons vers vous un samedi matin, pourquoi pas, et nous allons sensibiliser vos pères sur les comportements à adopter, surtout en cette période sensible, les comportements à adopter pendant, avant, pendant et après les élections. Et ces comportements de paix ne se limitent pas qu'aux élections.
ça doit être dans nos comportements quotidiens. Parce que la paix n'est pas une chose circonstancielle. La paix doit être ancrée dans nos habitudes de tous les jours. Partout où nous passons, en tant que jeunes, nous devons développer des comportements de paix. Nous devons être des exemples à suivre. Et ça ne se fera pas sans les aînés. Les aînés sont là pour tendre la main aux plus jeunes, pour les guider sur leur chemin. Leur donner aussi le bon exemple pour que les jeunes se disent « Ah, mais attention, nos devanciers, mais ils ne font pas ça. Ce n'est pas nous qui allons le faire. » Et déjà, même s'il y a des gens mal intentionnés qui ont tendance à manipuler ces jeunes, ce sont ces jeunes qui ont été bien sensibilisés qui vont se dire non, la violence ne passera pas par nous. La violence ne passera pas par moi. Et déjà qu'ils le disent ainsi, mais c'est fini, la paix va régner dans la société parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. Madame Ginette Bounon, vous l'avez si bien dit, mais je voudrais quand même me retourner vers Maître Goudé-Guessim pour savoir si effectivement les personnes âgées, donc qui devraient constituer des repères pour cette jeunesse-là, doivent essayer de travailler à mettre une certaine limite entre la frontière de passion politique et l'incitation à la haine. Oui, monsieur le journaliste, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. Et donc, les anciens, les aînés, ont une grande responsabilité. Vous savez, lorsque vous êtes un partisan politique, vous ne réagissez pas comme un non-partisan. J'ai toujours dit ça, et même dans les actes, on dit ça, c'est un discours politique qu'il tient, qui est différent du discours qu'il tiendrait s'il était à la maison. Et donc, je voudrais que, je souhaiterais que ces aînés-là, comme l'a si bien dit Mme Bonou, puissent enseigner de bons comportements à ces jeunes, qu'ils puissent dépassionner les débats, qu'ils fassent la distinction entre le politique et le père qui doit enseigner de bonnes habitudes. Et que le politique ait de bonnes habitudes également. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes politique que vous devez inciter à la haine. Non. Au contraire, parce que si vous avez des partisans qui sont violents et qui se font massacrer, vous n'aurez plus d'électorat. Et donc, ils n'ont qu'à penser également à ces aspects-là en ayant de bons comportements et en inculquant les bons comportements, c'est-à-dire éduquer à la paix. Parce que pour moi, éduquer à la paix, c'est transmettre des valeurs de respect, de dialogue, de tolérance. Et donc, ils doivent, dans leur comportement, pouvoir transmettre ces valeurs-là à la jeune génération. Donc, pour moi, ils ont un grand rôle du moins à jouer dans cette éducation de paix, qu'ils ne se disent pas je suis partisan politique ou je suis acteur politique et faire une défection totale de leur responsabilité. Non, c'est trop facile. Et donc, il faut que tout le monde fasse son travail dans les règles. On se retrouve à l'ère du numérique. Vous l'aviez si bien dit à plusieurs reprises au cœur de cette émission. Quel doit être le grand défi pour la jeunesse pendant cette période à travers l'Internet? Déjà, limiter l'utilisation. Les réseaux sociaux ne sont pas d'accord avec moi. Les opérateurs mobiles également. Mais je suis désolée, limiter l'utilisation au maximum. Parce que les informations qu'on diffuse souvent ne sont pas vraies. Et une fausse information diffusée peut entraîner des conflits. Et donc, si on peut en limiter, je ne dis pas d'en priver, hein, j'ai dit la limitation, parce qu'il ne faudra pas que mes propos soient déformés. Il faut en limiter l'utilisation au maximum. Donc, concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la paix, préserver la paix, contribuer à préserver la paix. Et si des messages doivent être diffusés par le biais de ces réseaux sociaux, il faut que ça soit des messages dans le sens d'éduquer à la paix. Si ce n'est pas ça, qu'on coupe
tout type de message ou tout type d'information qui pourrait conduire aux violences. Aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons opérationnaliser la paix à partir des plateformes numériques, Madame Ginette Bonou? Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais tout de suite que ce n'est pas tout ce qui me tombe sous la main que je partage. Lorsque je reçois une information, quel que soit le canal, je prends le temps de vérifier si l'information est vraie, si ce n'est pas une désinformation. Ben, on est souvent emporté... Oui, c'est la jeunesse, mais les jeunes doivent faire cet effort. Si nous voulons véritablement la paix, les jeunes ne doivent pas tout partager. Je reçois sur mon téléphone un message qui stigmatise quelqu'un. Est-ce que je suis obligée de le partager? Je vois déjà que ce n'est pas un message qui promeut la paix. Donc, je garde ce message. Dès lors que tous ceux qui vont recevoir ce message ne vont pas partager. Mais c'est fini. Donc, les jeunes doivent faire la part des choses. On ne peut pas leur refuser d'utiliser le numérique. Mais ils doivent chercher la bonne information et vérifier si l'information à partager est vraie. Ils doivent analyser cette information. Sinon, il y a la loi sur le numérique et ils peuvent être poursuivis pour ces actes. Donc, nos jeunes doivent faire très attention. Très attention, moi je dis, même s'il y a la fougue de la jeunesse, nous devons avoir raison gardée. Raison gardée aujourd'hui où tout le monde parle de la paix, où nous prenons tous la paix, nous devons éviter de diffuser des messages qui vont compromettre cette paix. Et le geste à faire, c'est de s'abstenir de diffuser des fausses informations. Parce qu'il y en a tellement, et aussi les médias. Les médias ont un rôle important à jouer. Ils doivent faire le fact-checking, savoir quelle information diffuser. Et de temps à autre, organiser ce genre d'émissions pour sensibiliser la jeunesse. Et ne finiront pas de le dire, la sensibilisation, elle doit être permanente. Maître Goudé-Guessin, la sensibilisation doit être permanente. Elle doit être permanente, oui, je confirme. Et je voudrais rappeler à ces jeunes-là, surtout la loi sur le numérique, qu'elle est très sévère. Je vais les inviter à aller... Vous le confirmez? Je confirme. Et je voudrais les inviter à aller lire. Et s'ils ne comprennent pas, qu'ils se rapprochent des spécialistes pour leur expliquer. Parce que nos prisons sont pleines. Et j'espère qu'ils ne veulent pas aller passer un petit séjour là-bas. Je ne leur conseille pas. Et donc, les fausses informations. Et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est dangereuse, selon moi. Vous savez, on peut, avec l'intelligence artificielle, créer des propos qui ne sont même pas tenus par l'intéressé. Et ça, c'est encore plus grave. Et donc, il faut savoir utiliser son cerveau. Lorsque vous recevez une information, savoir quoi diffuser, quoi partager et quoi ne pas partager. Et c'est pour ça que je dis, c'est important d'en limiter l'utilisation. Parce que si nous sommes tout le temps sur les réseaux sociaux, excusez-moi, nous aurons quel temps pour pouvoir enseigner à nos enfants les bonnes habitudes. Et comme je l'ai rappelé, ce n'est pas sur Internet, ces bonnes habitudes-là. Donc, je voudrais que sensibilisation soit faite au quotidien et que le numérique, son utilisation aussi, soit vraiment revue. Je vais vous citer une fois encore, Maître. Vous dites, si nous voulons que la paix soit notre avenir, alors l'éducation doit en être le chemin. Oui. Est-ce qu'on peut conclure sur cette note? Si oui, allez-y. Oui, on peut conclure sur cette note parce que c'est l'éducation qui montre la voie. Lorsque nous donnons une bonne éducation, cela ne peut conduire qu'à la paix. C'est pour ça que je l'ai dit, si nous voulons que la paix
soit notre avenir, alors l'éducation doit en être le chemin. Merci infiniment, maître. Merci, monsieur Judith Amandine Ablawa Goudé-Guessin. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin, arbitre au tribunal arbitral de la Fédération internationale de handball. Vous êtes également formateur certifié Interpol. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir, monsieur le journaliste. À votre suite, Madame Ginette Bonneau, votre mot de fin sur ce plateau. Merci. C'est d'exhorter les jeunes à des comportements pacifiques. Et nos jeunes doivent savoir qu'ils ont le pouvoir de transformer les défis en opportunités et de faire de la paix un mode de vie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes représentante de WILDAF Bénin. Vous aviez accepté de partager ce creuset à partir duquel nous avons pu sensibiliser nos compatriotes sur l'importance d'éduquer les jeunes à la paix. À tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis, à tous les auditeurs de la radio Diaspora FM également, nous disons merci pour la fidélité d'écoute. On se retrouve semaine prochaine pour un autre numéro.